Lundi 19 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce soir, la députée élue à Fenaran-Souin, Marie-Michel Saoundjar-Malal, a été déférée au parquet dans l'après-midi après avoir été placée en détention sans motif clair au sein de la brigade criminelle de la police nationale pendant des jours. Avant cette détention à l'ABC, elle avait déjà été retenue durant 5 jours par la police économique pour les besoins d'une enquête liée à une affaire présumée de détention de plusieurs milliards d'ariars destinée à un projet de renversement du pouvoir. Une perquisition de son domicile avait déjà été effectuée auparavant. Les détails sur les images de Zara Njenso. La pression exercée par les dirigeants actuels sur les militants du parti Irmar ne cesse de s'intensifier face aux différentes formes de harcèlement et de menaces dont ils font l'objet. L'avocat de la députée de Fenaran-Souin, Marie-Michel Saoundjar-Malal, a expliqué que celle-ci avait été détenue pendant des jours sans motif clair concernant les accusations portées contre elle au sein de la brigade criminelle de la police nationale. Il a été indiqué que son déferment devant la justice devait avoir lieu à 16h dans l'après-midi. Toutefois, selon l'avocat de cette ancienne ministre, toutes ces procédures sont illégales, floues et injustifiées. Auparavant, elle avait déjà été placée en garde à vue durant 5 jours par la police économique dans le cadre d'une enquête portant sur une présumée détention de fonds importants en vue d'un renversement du pouvoir, enquête au cours de laquelle son domicile a été perquisitionné. Le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, Milavon Philobert, a affirmé qu'il s'agit d'une persécution politique à l'encontre de la députée élue sous la bannière de la plateforme Irmar. Le chef de l'opposition lance également un appel pour que cette députée soit libérée et autorisée à rentrer chez elle. Il est rappelé que la députée Marie-Michel Saoundjar-Malal a été déférée au parquet dans l'après-midi au palais de justice d'Anoussi. La suite de l'affaire est attendue. Et le nombre total des cas de Mpox s'élève à 335 selon le rapport publié hier par le ministère de la Santé publique. Parmi ces cas, 243 sont des cas suspects tandis que 92 sont des cas confirmés. Ce reportage fait le point sur les chiffres clairs à connaître concernant l'évolution de l'épidémie de Mpox. La vigilance de tous demeure indispensable face à la propagation actuelle de l'épidémie de Mpox dans le pays. Outre Mahadang et d'autres régions, cette maladie se propage également dans la capitale Antananarivo. Elle touche non seulement les adultes mais aussi les enfants. Le nombre de personnes atteintes du Mpox a continué d'augmenter jusqu'au 17 janvier 2026, selon les statistiques publiées hier par le ministère de la Santé publique, avec l'apparition de 22 nouveaux cas. 3 cas ont été confirmés provenant d'Antananarivo, de Faransu et d'Ambusch. Au total, 22 tests ont été réalisés, dont 11 à Mahadang, 6 à Antananarivo-Rinvuj, 2 à Antananarivo-Varajan, 2 à Mandout et 1 à Bujachim. Le taux de positivité des cas confirmés de Mpox a atteint 48,93% selon les données du ministère de tutelle. Le nombre total de personnes testées s'élève à 82 à Mahadang et 106 dans les autres régions. La population est fortement encouragée, en particulier les personnes très mobiles et celles qui utilisent les transports en commun, à porter un masque, à utiliser du gel hydroalcoolique ou de l'alcool lorsque cela est possible, à se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Il est également rappelé de respecter toutes les mesures barrières, notamment la distanciation physique d'au moins 1 mètre et les autres gestes de prévention afin de préserver la santé de tous sans exception. Dans les actualités de ce jour également, une perturbation persiste dans le sud-ouest du canal de Mozambique. Elle ne présente pas de risque d'évolution en cyclone selon les services de la météorologie. Par ailleurs, d'importantes précipitations sont attendues sur les eaux de terre en début de semaine, d'après les prévisions. Les détails avec Ruth Christelle Malal. Une perturbation est actuellement présente au sud-ouest du canal de Mozambique. Elle devrait se déplacer progressivement vers l'est et s'approcher de la côte sud-ouest de l'île à partir de mercredi. Toutefois, le risque qu'elle évolue en cyclone demeure faible et son évolution est étroitement suivie par la Direction générale de la météorologie. Par ailleurs, les hautes terres font l'objet d'une vigilance particulière, étant donné l'abondance des précipitations en ce début de semaine, selon les prévisions météorologiques. Dans la partie est de l'île, le temps devrait rester sec au cours des 2 prochains jours. Les pluies orageuses devraient ensuite reprendre à partir de mercredi. Dans les autres régions de Madagascar, les orages persisteront de manière générale, tandis que le temps devrait être sec dans le nord de l'île vers la fin de la semaine.
Concernant les températures, une hausse générale des températures maximales est attendue sur la partie est de l'île. Cette augmentation devrait s'étendre à plusieurs régions au cours de la seconde moitié de la semaine. Dans les actualités économiques de ce soir, le niveau de revenus des Malagasy n'a cessé de baisser depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui, en raison notamment de l'absence de production. Or, la production constitue un pilier fondamental de l'économie nationale. C'est pourquoi elle est placée au centre des discussions dans le cadre de l'assise sur la relance économique officiellement ouvert ce jour au CCI IVAT, où des consultations régionales seront également menées afin d'améliorer l'ensemble des secteurs économiques et de mettre en œuvre les axes stratégiques arrêtés durant cette assise sur la relance économique. Les détails sur les images de Zaran Jensou. Comme le montre l'image, le niveau de vie des Malgaches n'a cessé de se détériorer depuis 1971. Il n'existe pas de politique économique claire fondée sur un secteur précis et la faiblesse de la production demeure un problème majeur. Pourtant, la production fait partie des priorités essentielles pour dynamiser l'économie nationale. Cela se reflète clairement dans les pays développés qui accordent une grande importance à la production. Lors de l'ouverture de l'assise sur la relance économique tenue aujourd'hui au CCI IVAT, le ministre de l'Économie et des Finances a déclaré que l'augmentation de la production sera au cœur des actions afin d'accroître le produit intérieur brut. Une place plus importante sera accordée aux jeunes entrepreneurs ainsi qu'au secteur privé. Des feuilles de route issues des discussions seront élaborées et mises en œuvre au niveau régional en privilégiant le dialogue et les consultations. Par la suite, ces orientations seront publiées et la confiance entre l'État et le secteur privé constituera le pilier central, selon les explications. Toutefois, la relance économique ne peut se faire à court terme, elle nécessitera plusieurs décennies. Néanmoins, au regard du contexte politique actuel dans le pays, la reconstruction de l'économie nationale demeure encore un objectif lointain. Et la taxe sur les véhicules à moteur ne sera pas encore appliquée au 31 janvier selon la déclaration d'un responsable au sein de la Direction générale des impôts. De nombreux points restent encore à examiner concernant sa mise en œuvre, a-t-il précisé. Il appelle ainsi les policiers chargés du contrôle routier à ne pas exiger les papiers concernant cette taxe pour le moment. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutmalal. Il est stipulé dans la loi de finances 2026 que tous les véhicules à moteur, notamment les voitures, motos, bateaux et aéronefs motorisés, sont soumis à une taxe à partir de cette année. Le montant de cette taxe varie de 5 000 ariars à 340 000 ariars en fonction de la puissance du véhicule, du type d'énergie utilisé et de son ancienneté. Toujours selon cette loi, les véhicules les plus anciens, c'est-à-dire ceux de plus de 20 ans, sont soumis à la taxe la plus élevée, comprise entre 115 000 ariars et 340 000 ariars. D'après Daniel Renzaf, un responsable de la Direction générale des impôts, cette taxe n'est toutefois pas encore applicable, plusieurs détails devant encore être étudiés. C'est vers la fin du mois d'octobre 2025 que la population a commencé à être informée de ce projet de loi, notamment de l'instauration de cette taxe. 2 mois plus tard, les responsables affirment que les modalités de son application ne sont toujours pas clairement définies. S'agissait-il alors d'une mesure improvisée ou bien d'une création précipitée visant à trouver rapidement de nouvelles sources de revenus auprès de la population ? Quoi qu'il en soit, cette dernière se plaint de l'instauration de cette nouvelle taxe, comme en témoignent les réactions selon lesquelles le montant de la taxe ne correspond pas au niveau de revenus des citoyens, ou encore combien de Malagasy peuvent se permettre d'acheter un véhicule de moins de 5 ans. Par ailleurs, les usagers s'interrogent sur quelle base de calcul s'appuie-t-on pour aboutir à des montants ainsi élevés. L'assurance est déjà taxée, le carburant également. Pour l'instant, il ne reste plus qu'à attendre la suite, puisque cette taxe ne sera, en tout cas pas, appliquée au cours de ce mois. Et dans le reste de l'actualité locale, 9 individus ont été interpellés par la police nationale lors de l'opération Maombi, menée dans la capitale Antananarivo depuis le 16 janvier 2026. La majorité des personnes arrêtées sont des consommateurs de drogue et des pickpockets. Reportage de Fedna Rakotorsul. Le vol à la tire, les agressions et la consommation de stupéfiants figurent parmi les infractions les plus constatées lors de l'opération Maombi menée par la police nationale depuis le début du mois de janvier jusqu'à ce jour.
Du 16 janvier à aujourd'hui, 9 pickpockets et consommateurs de drogue ont été appréhendés par la police dans le cadre de cette opération dans la région Analamang. Le 16 janvier 2026, aux environs de midi, 2 hommes ont été arrêtés en flagrant délit de vol à la tire à Ambonjan. Déjà connus des services de police comme récidivistes, ils ont de nouveau été interpellés. Par ailleurs, 2 autres individus, auteurs d'agressions, ont été arrêtés à Issouch, appréhendés alors qu'ils s'apprêtaient à passer à l'acte. Ils avaient été repérés par les forces de l'ordre en civil qui les suivaient après les avoir vus filer une femme. Un homme a également été interpellé pour vente de stupéfiants à la suite d'un piège tendu par la police. Il a été arrêté en possession de cannabis destiné à la vente à Nalankil. Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2026, 3 hommes connus comme étant des agresseurs et des casseurs de véhicules, tous récidivistes, ont été arrêtés par la police nationale du commissariat d'Analankil après une surveillance ayant permis de prévenir l'acte criminel qu'ils projetaient de commettre. Un autre individu, auteur d'un vol avec violence sur une femme étrangère, a été interpellé par la police de la CUI à Somanjakzei le 16 janvier 2026. Tous ces individus ont été placés en garde à vue pour enquête au bureau de la police et seront présentés devant le parquet à l'issue des investigations, selon les informations. La police nationale appelle la population à collaborer en fournissant des renseignements permettant l'arrestation des malfaiteurs et la prévention des dangers éventuels. Il est toujours nécessaire de renforcer et de mettre à jour les connaissances afin de faire face aux actes de violence dont sont victimes les enfants en milieu scolaire, des faits qui surviennent fréquemment mais que beaucoup n'osent pas dénoncer par crainte. C'est dans ce cadre que 51 policiers ont renforcé leur expérience et accru leurs compétences dans la lutte contre les violences faites aux enfants en milieu scolaire lors d'une formation organisée le week-end dernier au commissariat central de Tsarlalan. Le contrôleur général de police, Ranjiambe Lumandimnien, a partagé son expérience et son savoir-faire avec les 51 policiers formés sur la lutte contre les violences faites aux enfants en milieu scolaire le vendredi 16 janvier 2026 au commissariat central de Tsarlalan. Ces participants étant composés de 51 policiers issus de la brigade féminine de proximité, de la police des mœurs et de la protection des mineurs et des personnes vulnérables, ainsi que du service chargé de la lutte contre la cybercriminalité. Le contenu de la formation était axé sur la réception et la prise en charge, conformément à la loi, des différents cas de violence observés en milieu scolaire. L'objectif est de renforcer et d'accroître les compétences et l'expérience des policiers spécialisés dans la lutte contre la violence afin qu'ils puissent faire face de manière professionnelle et efficace aux actes de violence subis par les enfants. Au-delà de l'action des forces de l'ordre dans la lutte contre la violence, chaque citoyen, sans exception, a également un devoir et une responsabilité dans la lutte contre les violences faites aux enfants. La mobilisation de tous et la dénonciation auprès des services concernés sont indispensables afin de permettre une intervention rapide et efficace pour la protection de tous les enfants malagasy sans distinction. Dans l'actualité sportive, le Sénégal a décroché hier son 2e titre en Coupe d'Afrique des Nations 2025, CAN 2025, disputé au stade Prince Moulay Abdellah en s'imposant face au pays hôte, le Maroc. Les Sénégalais ont fait plier les Marocains sur le score de 1-0. Retour sur ce match dans ce reportage de Felna Koutorsoul. Le Maroc, pays organisateur, s'est incliné 1-0 face au Sénégal après prolongation hier lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Sénégalais remportent ainsi leur 2e titre continental après celui obtenu en 2021. Cette rencontre entre le Sénégal et le Maroc a suscité de vives polémiques, notamment après l'annulation par l'arbitre d'un but sénégalais à la 92e minute, à la suite d'une faute signalée d'Abdouelie Seck sur Achraf Hakimi. Quelques minutes plus tard, à la 96e minute, après vérification à la VAR, l'arbitre a accordé un pénalty au Maroc, consécutif à un contact entre Hadji Malik Diouf et Brahim Diaz dans la surface de réparation. Une décision qui a provoqué une vive contestation du côté sénégalais. Plusieurs joueurs sénégalais ont alors quitté le terrain pour regagner les vestiaires, entraînant une interruption de la rencontre pendant plusieurs minutes. Après des discussions entre les joueurs et certains responsables sénégalais, le match a finalement repris par un pénalty, mais Brahim Diaz a manqué son tir en tentant un panenka. Les deux équipes se sont donc quittées sur un score de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et ont dû affronter la prolongation. C'est finalement Pape Guéa qui a offert la victoire au Sénégal en inscrivant l'unique but de la rencontre durant la prolongation.
Et justement, après cette victoire du Sénégal, les rues de Dakar ont explosé de joie après justement les victoires des Lions de la Teranga en finale de la CAN face au Maroc. Le Sénégal décroche ainsi son deuxième sacre en Coupe d'Afrique des Nations. France 24. ñu indi fii nii bëgg a wane que ñoom ñoo tijji kaan bi ñoo koy tëj duñ ko tëj ñun ñooy gagné te mu ngi nii gagné nañ. deuxième étoile c'est normal ñu am ko parce que fii jógee moo tax xam nga wala équipe bi wane na fula wala jom wala fayda def na lépp lu mu am waaw maa ngi remercié Sadio Mané di ko wax ne ko wala defoon nañu lépp. Le président syrien Ahmed al-Shara a signé dimanche un accord de cessez-le-feu avec le chef des forces kurdes en Syrie, Mazloum Abdi, après la progression rapide des forces syriennes dans des territoires contrôlés par les Kurdes dans le nord et l'est du pays. Le texte prévoit notamment que les Kurdes remettent immédiatement à l'État l'administration de Deir, Ezor et Raqqa. France 24. L'armée syrienne accueillie par des célébrations dans la ville de Raqqa, après une avancée express des forces gouvernementales dans le territoire contrôlé par les Kurdes. Le président syrien annonce un cessez-le-feu sur tous les fronts dans le cadre d'un accord avec les forces démocratiques syriennes. Celles-ci devront accepter de confier immédiatement à l'État l'administration de Deir ez-Zor et Raqqa. L'accord stipule aussi l'intégration des forces kurdes au sein de l'armée. Plus tôt dimanche matin, ces soldats de l'armée déchiraient une photo du leader emprisonné du PKK à l'entrée de la ville de Tabqa. Des corps gisaient au sol le long de la route à proximité de cette ville stratégique à une 50aine de kilomètres de Raqqa. Des véhicules blindés et des chars de l'armée sont déployés autour de la ville et patrouillent dans les rues dont les magasins sont fermés. Nous appelons à la sécurité, demandant aux gens de rester chez eux et que la vie reprenne son cours. Dieu merci, tout va bien maintenant. Nous vivions dans des conditions très difficiles, à commencer par les jeunes qui ne pouvaient pas trouver de travail et avec les campagnes de service militaire obligatoire. L'armée syrienne s'est aussi emparée du principal barrage à l'ouest de Raqqa, crucial pour l'alimentation en électricité et en eau dans la région. Selon l'accord, les forces gouvernementales doivent reprendre le contrôle des postes frontières et des champs de pétrole et de gaz, notamment le champ pétrolier d'Al-Omar, le plus grand du pays, situé dans la province de Deir ez-Zor. Depuis le renversement de Bachar el-Assad en décembre 2024, le président intérimaire et ex-djihadiste al-Shara tente de réunifier le pays. Vendredi, alors que le gouvernement lançait son offensive, le président a annoncé reconnaître par décret les droits nationaux de la minorité kurde. L'administration autonome kurde du nord de la Syrie a estimé que ce décret constituait un premier pas, mais ne satisfaisait pas les aspirations et les espoirs du peuple kurde. Et samedi 17 janvier dernier, le président américain Donald Trump a menacé plusieurs pays européens ayant envoyé des militaires au Groenland de nouveaux droits de douane si le territoire n'est pas intégralement vendu aux États-Unis. Plusieurs pays de l'Union européenne ont évoqué la préparation de contre-mesures face à la menace. France 24. Face aux surtaxes douanières américaines, l'Union européenne affiche son unité. À l'issue d'une réunion en urgence des ambassadeurs européens, Bruxelles vient d'annoncer un sommet extraordinaire des dirigeants des 27 dans les prochains jours. L'UE prépare des mesures de rétorsion si la menace des droits de douane de 10% supplémentaires est mise à exécution le 1er février. Parmi ces options, réactiver les mesures de représailles prises contre Washington en août dernier, portant sur 93 milliards d'euros d'importations américaines. Elle prévoit également d'activer un instrument anti-coercition, mais sa mise en place prendra du temps. Bruxelles se dit déterminée à protéger ses intérêts stratégiques, économiques et de sécurité. Nous affronterons ces défis à notre solidarité européenne avec constance et détermination. Donald Trump veut prendre le contrôle du Groenland qui appartient pourtant au Danemark. Face à l'opposition européenne, il dégaine son arme favorite de droits de douane contre 8 pays européens dont la France, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni. Pour Copenhague, l'ultimatum de Trump menace l'ordre mondial tel que nous le connaissons et l'avenir de l'OTAN.
Nous poursuivrons également des consultations étroites avec les pays européens non membres de l'Union européenne, mais intégrés au marché unique, et plus important encore, membres de l'OTAN, car il ne s'agit pas seulement de l'Union européenne, il s'agit fondamentalement de l'OTAN. Aux États-Unis, l'administration Trump tente de justifier son intérêt pour le Groenland, une ambition pourtant rejetée par 86% des Américains. Je pense que les Européens comprendront que c'est mieux pour le Groenland, mieux pour l'Europe et mieux pour les États-Unis. Les discussions devraient se poursuivre au Forum économique de Davos qui s'ouvre aujourd'hui, où une importante délégation américaine sera présente. Mesdames et messieurs, point final à cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.